Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique. On est cette semaine à Stratégie PME. On est à la fin de la deuxième journée. Nicolas, on a passé du bon temps. Ouais, débile. Yes. On a un invité spécial aujourd'hui, un invité en or, en fait. C'est quelqu'un que je suis, un entrepreneur depuis plusieurs années, même plus de 12 ans que je vois son parcours. Joachim Blanchette, qui est le propriétaire de Hydrexel, mais non seulement propriétaire d'une entreprise en mécano soudé, en sous-traitance industrielle. Joachim est impliqué dans plusieurs projets de mutualisation, dans des projets de... En fait, il redonne à la communauté, mais non seulement, il croit qu'on peut amener un avenir plus durable en travaillant ensemble, en partageant les bonnes pratiques. Donc, merci Joachim de se prêter à la chaise bleue aujourd'hui. Merci Benoît. Bon podcast. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue Joachim sur le podcast La Chaise Bleue. Merci Benoît. Bien content d'être avec toi, finalement. Finalement, ça va faire un an qu'on veut Joachim sur le podcast. Hey, Joachim, nous, moi, Nicolas, on te connaît bien, là. Puis en passant, pour ceux qui ne savent pas, j'ai même été à l'université avec Joachim. Donc, fait que tu le connais pas mal mieux que moi, là. Je le connais mieux que toi, oui. C'est bon. Quelle belle histoire. Des belles histoires. Joachim, avant de se lancer dans Hydrexel, là, tu peux-tu prendre le temps un peu d'expliquer, Joachim, là, comment il est arrivé, tu sais, sans prendre les détails, mais c'est quoi l'histoire de Joachim pour arriver génie industriel, entrepreneur? Ça vient de où, Joachim? C'est une grosse question. Écoute, Joachim, premièrement, mon père est entrepreneur. Fait que c'est sûr Mario, que hein? Mario. Puis c'est lui qui a fondé Hydrexel. Fait que je suis fils d'entrepreneur. Fait qu'en vivant avec un entrepreneur, on apprend à devenir entrepreneur peut-être. Fait que ça a été un modèle pour moi. J'ai toujours voulu, je me suis toujours intéressé à la mécanique, à l'ingénierie. Fait que ça, pour moi, c'est sûr que c'était clair que j'allais devenir ingénieur. Puis, en regardant mon père aller, à un moment donné, je me suis dit, OK, ça m'intéresse aussi. À un moment donné, je me suis dit, je vais sûrement avoir ma business. Est-ce que ça va être Hydrexel, celle que mon père avait? Je ne le sais pas. Fait que j'ai fait mon petit bout de chemin, travaillé dans des grosses entreprises comme Alcoa, Marmen. Puis, à un moment donné, j'ai dit, je fais le saut. Fait que j'ai pris la relève en 2011. Puis là, un jeune entrepreneur qui arrive, c'est pas toujours évident. Fait que j'ai été à l'école de la vie, puis j'ai été aussi à d'autres écoles. J'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Bref, j'ai développé mon réseau là-dedans. En Beauce, je me suis rendu compte à quel point la collaboration, c'est important. Fait que quand je suis revenu de l'école d'entrepreneurship de Beauce, je me suis beaucoup impliqué dans la région au niveau manufacturier de Mauricie, centre du Québec. Du Créneau Machine qu'on a fondé aussi. Bref, tous des organismes qui travaillent à aider les entreprises à collaborer ensemble, mutualiser leur production, mutualiser des ressources, des choses comme ça. Fait que voilà, aujourd'hui, à la présidence d'Hydrexel, ça fait quelques années. Puis juste pour te reprendre, Hydrexel, on est des fabricants d'équipements industriels sur mesure. Hydrexel, ça sonne hydraulique excellence. On ne fait plus d'hydraulique Il n'y a aujourd'hui. plus d'hydraulique. Puis d'hydraulique. Fait qu'on est vraiment spécialisé dans la fabrication du mécano de machines. soudé, là. Exact. On fait beaucoup. Convoyeurs, équipements de lavage, des solutions de production complète. Des one-off ou des produits pas mal en série? Tout du custom. Sur mesure, custom, sur plein de vie du client. Exact. Sur plans et devis. Des fois, on fait les plans et devis aussi. Plus rarement. Puis aussi, on fait de la sous-traitance pour des équipementiers qui, eux, vont venir sous-traiter une partie de leurs équipements. J'aime ça. Je peux te ramener un point que tu as dit tantôt, Joachim? Puis là, je vais me permettre de faire plus mon tannant parce que Ben, il te connaît mieux. Là, mais tu sais, tantôt, tu as dit, mon père est entrepreneur. Ouais. Puis ça m'a influencé. Puis comment tu caractérises un entrepreneur? C'est quoi les traits de personnalité, les façons d'être d'un entrepreneur quand tu as ça comme père? Comment tu définis ça, un entrepreneur, pour toi? Bonne question. Premièrement, je pense que c'est quelqu'un qui a une vision claire. Mon père a toujours su où est-ce qu'il voulait aller, puis fait qu'il a toujours une vision claire. Même quand il allait, mettons, au zoo avec toi, là, il savait où est-ce qu'on s'en allait. Il y avait le leadership il était entrepreneur, inné. Là. C'est un leader, on le voyait. Puis, tu sais, les types de leaders évoluent aussi, je pense, au cours des années. Là. Je pense qu'un leader, il y a 15 ans, n'était pas le même genre de leader aujourd'hui. Mais oui, définitivement, il y avait ça en lui. OK. Fait que, quelqu'un qui a une vision claire, quelqu'un qui a un leadership, puis quelqu'un qui est travaillant puis qui aime prendre du risque. Là. Tu sais, mon père était entrepreneur, mais son père, il a perdu son père jeune. Mais bref, il a pris des risques dans la vie pour arriver où est-ce qu'il était là, où est-ce qu'il est là. Fait que quelqu'un qui aime prendre des risques, mais des risques calculés. C'est un ingénieur lui ici, fait que OK. voilà.
Une belle gestion de risque. J'adore ça comme définition. C'est ce qui t'a inspiré à devenir un peu ce que tu es présentement dans Relève. Oui, exact. La pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Là, fait que, Ben, c'est une bonne affaire pour Hydrexel. Il y a une relève en place qui est là. Puis depuis 2011, ça fait un bout pareil, là, Caroline. Mon père est plus impliqué dans l'entreprise, ça fait 7-8 ans facilement. Là. Il y a eu d'autres business, lui, après, fait que ça n'a pas été très difficile pour lui de se tasser et de laisser de la place. Là. Hey, moi, je vais être plate, là, je vais vous ramener un pas en arrière. Encore? C'est super pertinent. Tu sais, puis il y a une voix radiophonique. Il faisait même des fois des interventions à radio à Trois-Rivières, je me souviens. Pour vrai? Quand il voulait valoriser un programme d'emploi ou un programme de la région, on entendait Joachim à la radio. C'est arrivé une couple de fois, ça, Joachim. Tu sais, je me souviens, là, moi, quand je t'ai connu, là, je suis déjà allé à une de tes fêtes. Tu sais, ta fête d'amis, là, une fête d'année annuelle. Là, tu sais, ça Happy sera Birthday. pas beau, ça, là, Donc, Ben. là, genre, c'est la première fois de ma vie que quelqu'un recevait un cadeau, des souliers de course automobile. Hein, c'est hot, ça! OK, ça fait longtemps. Moi, je suis jaloux, là. Mais tu nous as pas parlé de go-kart, tu nous as pas parlé de course automobile, mais tu sais, je pensais qu'avant de parler d'Hydrexel, tu nous aurais dit Joachim, à la base, c'était un champion de course, non? Ou, Ah, ben là, mes passe-temps, j'en ai plusieurs, effectivement. Puis je pense que ça fait partie de mon équilibre de vie. Là. Comme entrepreneur, je pense que l'équilibre, c'est important si tu veux être un bon entrepreneur. Mais oui, j'aime le hockey, beaucoup le hockey. La course, ça fait partie de notre vie. Moi et mon père, en fait, c'est une passion que mon père avait. Puis malheureusement ou heureusement, me l'a transmis. Fait que, Parce que ça coûte cher. Exact. Fait qu'on a fait du karting. Aujourd'hui, on fait du lapping un peu sur des pistes au Québec. De karting? Karting, on n'en fait plus. On fait du lapping automobile, fait que des autos sédans. Il y a les yeux qui brillent. Là, avoir su, il serait. On s'en parlera. OK, on s'en reparlera offline. C'est bon. Le dernier mandat, il serait allé chez vous avoir su. Lui. Ah, c'est clair, là. Mais alors, OK, je ramène Drexel. Là, on est rendu chez Drexel. Tu sais, je ramène là. J'étais curieux parce que, me semble, ça a quand même fait partie de ta vie. Quand je t'ai connu, tu sais, il y avait le hockey et tout, mais ça. Il me semble la course de go-kart et tout, c'était beaucoup autour de toi, on entendait parler. C'était comme une passion, en fait. Oui, tout à fait. Puis, mais là, je reviens à Drexel. Là, tu es dans le parc industriel à Bécancour. Là, c'est un parc qui est en mutation. Là, il y a plein d'annonces d'investissement. Il y a la filière batterie. Je vais arrêter de mettre des pistes, mais comment on se sent là, présentement à Bécancour pour un entrepreneur là, avec tout le bruit autour? Là, ça n'arrête pas. Là. Écoute, c'est sûr que c'est une belle énergie. Là, on peut pas, ça peut pas être autrement. Oui, il n'y a pas tout le temps des bonnes nouvelles. Là. On entend la batterie, les projections qu'il y avait versus ce qui est réellement, c'est peut-être différent, mais reste qu'il y a une effervescence qui est là. Le parc et la ville au complet, présentement, il y a des énormes changements. Fait que c'est super motivant. Par contre, il faut se préparer à ça. Il ne faut pas juste voir passer ça. Fait qu'il faut être prêt comme entrepreneur à voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des enjeux de main-d'œuvre qui sont là. Il faut se préparer à ça. Ensuite, il y a la production qui s'en vient. On va être prêt à recevoir qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin. Fait que ça bouge, mais c'est le fun, c'est motivant, puis c'est motivant pour l'équipe aussi. Fait que non, c'est des belles choses qui se passent dans le parc. Là. Puis avant d'aller dans la mutualisation, puis tous les projets que tu t'impliques, Hydrexel, là, un client manufacturier au Québec qui ne te connaît pas, là, c'est quoi qu'il doit savoir sur Hydrexel? C'est qui ton partenaire client idéal dans le marché? Que lui, il devrait te connaître, il devrait prendre au moins le temps d'aller dîner ou visiter ton usine. C'est qui le client parfait Hydrexel? Écoute, j'ai peut-être 3 types de clients parfaits. Le premier, dans l'industrie lourde, nous autres, on fabrique des équipements juste du custom. Fait que dès qu'on parle de manutention, que ce soit du convoyeur ou du levage, puis que ça n'existe pas sur le marché, on est le partenaire parfait. On est des partenaires pour les grosses entreprises qui ont besoin de services rapides, de qualité, parce que c'est ça qui nous définit. Puis l'expertise qu'on a, ça fait plus de 35 ans qu'on existe, ben ça vient être un gros plus pour ces entreprises-là. On est aussi un partenaire stratégique pour certains équipementiers. Fait que des équipementiers, dans leur modèle d'affaires, c'est de sortir certains équipements qui sont stratégiques à sortir. On devient un partenaire pour eux autres à long terme. Fait qu'on développe une expertise dans leurs équipements à eux. Fait qu'au lieu de chercher de la main-d'œuvre et de s'inventer bon dans tout, ben, ça s'appuie sur nous autres. Puis sinon, ben, c'est les firmes d'ingénierie qui, eux autres, fabriquent les plans et devis pour leurs clients. Puis ensuite, doivent trouver des partenaires fiers pour la fabrication. Fait que c'est notre 3e type de client. Puis, capacité de levage, là, pour une entreprise comme toi, c'est quoi? Là? Parce que j'ai vu, tu as des gros ponts roulants, tu as de l'espace de travail, de la soudure en masse. On a 35 000 pieds carrés de bâtisse, 100 000 pieds carrés de terrain, mais on lève jusqu'à 20 000 livres à peu près. Notre core business, c'est plus autour du 10-12 000 livres.
parce qu'on fait des grosses et des petites pièces, là, ça varie beaucoup. Mais ouais, ça va jusqu'à même aller. Qu'est-ce qui rend unique ton entreprise? Ben, bonne question. Écoute, c'est les gens, je dirais. Les gens qui sont là. Notre équipe, nous autres, c'est pas des machines automatisées, c'est tout le temps, OK. c'est tout le temps du custom. Fait que c'est le savoir-faire et le savoir-être de nos gens qui vient se transposer dans les équipements qu'on fait. Fait que l'équipe qu'on a en place rend ces équipements-là uniques. Puis, Mhm. ça fait que c'est vraiment notre équipe. J'adore ça. C'est le savoir-faire qui perdure dans le temps puis qui se poursuit. Ouais, puis on a des gens, nous autres, on a 3 personnes qu'on a fêté 35 ans d'ancienneté. Cette année, ça va faire 37 ans qui sont chez nous. Fait que, tu sais, on prend soin de nos gens, puis les gens prennent soin de nous autres. Fait que ça, définitivement qu'après ça, ça paraît dans les équipements que tu fais, là. Ah non, c'est clair. Là. Puis après, dans la satisfaction des clients, dans la livraison à temps, la qualité des produits, des soudures, les montages et tout, c'est là que ça se transpire. Puis je fais un pas avec, je pense que ce que Ben, toi, tu veux aller. Tu sais, je viens de faire un podcast où est-ce que les gars que je t'ai présentés tantôt, pour vrai, Julien Robert, j'étais excité, mais c'est hot ce qu'ils font, là. Puis ils sont beaucoup dans le partage des ressources, dans la servicification d'un produit, que de dire qu'au lieu d'acheter, mettons, il me donnait l'exemple, c'est deux Français qui ont immigré ici, un Belge, un Français, puis il me disait même Decathlon, c'est rendu que au lieu de te vendre un vélo, de te vendre un kayak, de te vendre des skis, ils te vendent un abonnement, puis tu peux aller chez Decathlon, puis tu ramènes tes skis, puis tu prends un vélo. Ça te coûte 40-50$ par mois, puis tu as tout l'équipement que tu veux pour ta famille à l'année longue, puis c'est comme le partage de l'équipement au lieu de dire j'achète, j'entrepose, mes skis récoltent la poussière, puis maintenant, je les mets dans le dépotoir. Tu sais, c'est des mentalités qui veulent changer, puis ils accompagnent, mais tu sais, je fais le pont avec plein de beaux projets, puis c'est drôle parce que dans le podcast, j'ai donné l'exemple du créneau à corps. Là où tu avais, toi, travaillé. Avant que tu rentres dans le détail, j'aimerais comprendre d'où tu sors, d'où vient cette motivation-là pour toi de t'impliquer dans des projets de mutualisation? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te drive, toi, là-dedans, à faire ça? Premièrement, une des valeurs qu'on a chez Drexel, c'est la collaboration. Puis la collaboration, c'est pas juste entre employés, c'est aussi entre entreprises, c'est entre nous autres. Fait que c'est une valeur pour nous qui est importante. Puis on y croit, puis on aime ça, la collaboration. Ce que je veux dire, c'est que on aime travailler avec les autres. C'est beaucoup plus le fun d'avoir une mentalité de partage puis d'échange que d'une mentalité de travailler en silo puis de penser que les autres sont contre toi. Puis moi, j'ai appris ça en Beauce. Je me suis rendu compte qu'en travaillant avec d'autres entrepreneurs, on avait tout intérêt à partager notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir-être. Puis j'ai vu en Beauce à quel point les entreprises étaient soudées là-bas. Puis c'est un modèle d'affaires qui fonctionne présentement là-bas. Il y a quelqu'un qui a de la misère, il lève la main, puis tout le monde veut l'aider. Donc, quand je suis revenu de là, moi, je me suis dit, il faut que la région ici se collabore plus. Puis, tu sais, dans le temps, je veux dire, de mon père, les papetières étaient très fortes, les alumineries, des grosses entreprises étaient fortes dans la région. Il y avait des Fait gros que- donneurs d'ordre des qui gros étaient en donneurs santé d'ordre. financière. Fait que, Là. de là, pousser des plus petites entreprises. Puis là, c'était, ben là, l'autre, c'est un compétiteur. Puis on a les mêmes clients. Puis on va se voler. Fait Puis on se bat un avec l'autre, là, avec sans l'autre, cesse. tu sais, Là. puis, mais tu sais, de la compétition, on va toujours en avoir. Puis maintenant, avec la mondialisation, c'est pas juste ton voisin qui peut te compétitionner. C'est aussi d'autres régions, c'est d'autres pays. Euh, Fait que j'aime aussi bien j'aime mieux bien connaître mon compétiteur, puis à la limite, de temps en temps, travailler avec lui quand on peut, que juste pour se parler puis saillir, là. Fait que ça vient de là, moi je pense, depuis la base. Puis après ça, quand on est revenu, ben là, on a fondé, nous autres, dans la région, il y avait déjà les manufacturiers Maurice du Québec qui fonctionnaient. On a élevé ça un peu. On a fondé Groupé, que c'était des tables de travail par industrie, d'apprendre à mieux se connaître comme entrepreneur. Puis après ça est venu le créneau machine. Créneau machine, c'est vraiment plus au niveau de la fabrication de machines, que c'est toutes des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là. Puis de là, ben, on s'assied autour de la table, puis là, on est rendu une cinquantaine d'entreprises, puis on trouve des enjeux qu'on vit, puis on regarde comment on peut les aborder ensemble. Bon, évidemment, il y a des subventions qui viennent avec ça, nous autres, fait que c'est sûr que c'est une motivation de plus de dire si on part un projet, on va être subventionné là-dessus. Mais de là est venu plusieurs projets de mutualisation. On peut partir, on pourra parler un peu du projet tantôt, mais un des premiers projets qu'on a parti, c'est le partage de ressources
de ressources humaines. Fait qu'on était des entreprises, nous autres, comme nous autres, on est 35 employés. On n'est pas assez gros pour avoir un DRH à temps plein. Ben, tu trouves une autre entreprise, même taille. Puis, fait que, bref, on a partagé comme un DRH pendant 1 an ensemble. Puis, on s'est échangé nos meilleures pratiques. Puis, en même temps, on a mutualisé cette ressource-là. OK. C'est un petit projet simple. Puis, en même temps, tu apprends à te connaître comme entreprise. Pourquoi ça a duré juste 1 an? Il y a eu, ça, c'est la phase 1. Il y a eu la phase 2. On a refait la même chose. Puis après ça, il y a eu d'autres cohortes. Fait que ça, c'est un des types de projets. Puis, je peux parler de l'autre projet. Là, que vous êtes. T'es parti, prends le contrôle. Là, On pose plus de questions, là. Moi, non, mais l'autre projet qui est un projet qui me tient à cœur. Mais bref, tu sais, moi et Benoît, on se connaît depuis longtemps. Puis à un moment donné, on est aussi là-dedans. On trouve que la mutualisation, c'est quelque chose d'important, ou la collaboration. Mais on trouvait que le numérique n'était pas très implanté chez les manufacturiers. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait des PDG qui étaient pas à cette ère-là encore de travailler sur le numérique, d'être sur les réseaux sociaux, peu importe, qui est quand même un véhicule extrêmement efficace, le numérique, pour échanger. Donc, là est venue l'idée d'avoir une plateforme où on peut avoir accès en temps réel aux capacités de production des entreprises et aussi aux besoins des entreprises. Fait que nous, ce qu'on a développé avec le Créneau Machine, c'est une base de données que moi, j'ai une fiche d'entreprise que je viens donner mes capacités en soudage, le type de soudage que je peux donner, mes capacités de machine, le type de pliage que je peux faire. On peut aller dans le détail là, assez deep. Puis plus on va dans le détail, plus après ça, c'est facile de trouver quelqu'un pour avoir ce besoin-là. Fait que je viens donner tout ce que j'offre, mais je viens aussi donner tout ce que j'ai besoin. Donc, tout ce que je prends en sous-traitance, comme la découpe laser, l'usinage CNC, je viens nommer ça. Et là, tu t'envoies ce formulaire-là. Nous, on a une 50aine d'entreprises qui le fait. Puis notre formulaire vient faire du maillage intelligent entre qui a besoin de quelque chose et qui l'offre. Fait que moi, je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un pas loin de chez nous qui avait une certaine capacité que moi, je n'avais pas. Qu'aujourd'hui, on a attaqué un projet de front ensemble, qu'on ne l'aurait pas pris ensemble s'il n'y aurait pas eu ce genre de projet-là. Mais je vais revenir un peu en arrière. Avant d'attaquer ce projet-là, on a appris à se faire confiance. Parce que, première chose, on s'est rendu compte qu'on pouvait être complémentaires. On a appris à se connaître au travers de certaines rencontres. Comment on fait ça pour apprendre à se connaître de même, tu sais, avant de se marier, il faut coucher ensemble des fois. Il y a comme, tu sais, certaines étapes. Il faut se marier avant de coucher. Oui, t'as raison. On a appris au travail. Ça dépend de ta religion, hein, ça. C'est propre à chacun. On va arrêter ça. Mais, bref, on a eu plusieurs... C'est en se côtoyant, en créant des événements comme le Créneau fait, qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, on partage les mêmes valeurs, la même vision un peu. Puis là, tu te rends compte que si on a les mêmes valeurs, il y a pas mal de chances que notre entreprise, les employés aient les mêmes valeurs aussi. Fait qu'on apprend graduellement. Puis à un moment donné, tu essayes un petit contrat, un deuxième contrat, puis tu te rends compte qu'il livre la même qualité que toi, il est battant. Fait que là, on apprend à se faire confiance. Et là, après ça, on peut attaquer des contrats de front. Mais la première étape, c'est de se rendre compte qu'un et l'autre, on peut s'apporter. Fait que ce logiciel du créneau-là vient créer cette occasion-là de dire, il y a lui qui existe, il y a lui qui existe, que tu devrais aller parler parce qu'il y a des possibilités d'améliorer ton chiffre d'affaires, d'améliorer ta productivité en parlant. Ça va bider sur des contrats que tu n'aurais jamais fait auparavant, là. Oui, parce que notre capacité de production, peut-être qu'il y a un contrat, qu'aujourd'hui, les délais sont extrêmement courts, que le client il veut ça pour telle date, que moi, je n'avais pas assez d'heures pour le faire, mais en le faisant avec lui, on va pouvoir le faire à deux, puis on va pouvoir le ramasser, le contrat. Fait que ça, c'est un exemple très concret. Puis je l'ai nommé dernièrement, mais bref, moi, ça a créé une opportunité, une augmentation de mon chiffre d'affaires de 5 % en 1 an. Ce genre de mutualisation-là. Donc, c'est un des projets qu'on a fait au Créneau, puis on l'a fait en collaboration avec plusieurs organismes, là, dont Benoît a fait partie aussi. Benoît, c'est pas un organisme, par exemple? Là? Oh, oui, valorisation. OK, c'est ça, je voulais que tu le nommes, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais en fait, puis peut-être le mentionner, là, dans le fond, on n'en parle pas beaucoup, hein, parce qu'à un moment donné, il y a trop de brands, il y a trop d'idées, puis on essaie de focusser, mais il y a le Centre de valorisation de données manufacturières qui est Manufacture.Québec, que vous voyez toujours avec la chaise bleue. En fait, c'est un répertoire d'entreprises, mais nous, notre objectif, c'est pas d'être directement vers les entreprises, c'est d'aider les associations manufacturières à initier des projets d'automatisation. Donc, le projet que Joachim parle en ce moment, ce qu'on veut faire, c'est
ajouter l'intelligence artificielle pour être capable de garder dynamique, mais je vais le laisser faire. Puis en passant, ce projet-là est parti en mode privé. On parlait en 2011, je pense, 2012. Joachim était là avec moi aussi. Je me rappelle, j'étais dans mon sol, j'avais même pas un sol fini à l'époque. Là, je travaillais jour et nuit, je faisais des doubles chiffres à cette époque-là comme entrepreneur. Là. Puis Joachim a toujours créé ce projet-là. Puis aujourd'hui, c'est rendu un OBNL. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait travailler avec l'écosystème, il fallait arrêter. Là, c'est un projet qui est plus grand que soi-même. Là. C'est un projet communautaire. C'est un projet que je pense qu'à un moment donné, il faut aller chercher toutes les parties prenantes. Il faut que tout le monde trouve sa place là-dedans. Puis Joachim a toujours été un précurseur. Puis cette semaine, je pense que tu es allé rencontrer les ministres et tout à Québec ou il n'y a pas quelque chose qui t'est arrivé cette semaine? En passant, Joachim aussi sur le board. Moi, je suis président de l'OBNL. Joachim est nouvellement, tu as rejoint le CA il y a peut-être 3 semaines, je ne me trompe pas. Puis, tu sais, il y a des gens comme Michel Rioux, qui est un docteur à l'ETS, un PhD quand même en génie industriel. Il y a Ghislain Nadeau, que les gens connaissent de CIPEM de Prompt. Il y a Nancy Allaire, qui est la directrice générale de Créneau Machine. Il y a Philippe Blais, qui est le directeur général de Créneau Alliance Métal Québec. Fait que, tu sais, on a autour de la table des gens qui ont un impact direct dans l'économie ou dans les prochaines étapes. Là. Fait que, on a vraiment un beau board. Après ça, ben là, il y a beaucoup d'initiatives en silo au Québec. Fait que c'est dur d'aller tout, Fédérer toutes ces initiatives, c'est impossible. Je pense qu'en arrêt de ça, on a toute une implication bénévolat quand même. Il n'y a pas personne, Joachim a eu une augmentation de son chiffre d'affaires parce qu'il s'est impliqué dans un projet, pas parce qu'il est initiateur du projet. Non, c'est ça. En fait, je pense qu'à base, il faut le faire pour vouloir croire en la collaboration que je nommais tantôt. C'est sûr qu'il y a des retombées qui viennent indirectement ou à long terme, mais il faut vraiment croire au bien commun, je pense. Vouloir aider, puis ça va finir par te revenir. Mais comme le CBDM, il faut le faire pour le bien commun, puis c'est sûr qu'à un moment donné, si on le fait et ça se développe, ça va finir par nous ramener. Mais pour revenir à Québec, en fait, c'est que le créneau machine, on a initié ce projet-là. Mais la vision qu'on avait, c'est de dire, si on est capable de le faire avec nous autres, il faut aussi voir comment être capable de le dupliquer après ça dans une autre région, puis dans une autre région, puis dans une autre région, puis de garder cette banque de données-là, puis qu'à un moment donné, on puisse être capable de faire ce genre de mutualisation-là entre les régions. Donc, on a dupliqué ce projet-là présentement à Drummondville, on le fait, à Victoriaville. Puis hier, c'était l'annonce que le ministre Bachand faisait parce que ce projet-là va être fait à Québec. Nous, quand on l'a fait, on avait une base d'à peu près 150 manufacturiers qu'on approchait. On est allé en chercher peut-être 60, ce qui est très bon. À Québec, ils ont une base de 537, je pense, manufacturiers dans le secteur de la métallurgie qui est ciblé. Fait que là, ça devient exponentiel. Là, parce que c'est quoi le taux de participation du projet à Québec? Eux, ils visent, parce qu'il était annoncé hier. C'est nouveau. C'était ça la conférence de presse où j'étais, puis ils m'ont demandé de témoigner de mon expérience, mais ils visent 25 eux autres aussi. OK. Fait que c'est quand même beaucoup aussi. Mais bref, si ça puis après ça, il peut y avoir des phases 2, mais si ça fait des petits à Québec, ça fait des petits à un moment donné, ça prend un premier projet pilote, pareil, proof of concept pour aller de l'avant. C'est comme n'importe quel projet, à un moment donné, il y en a qui regardent ça puis ils attendent de voir, OK, moi, je veux voir si ça fonctionne, je vais embarquer. Mais quand ils entendent des cas concrets comme le mien, puis moi, c'en est un, mais dans le créneau, il y en a plusieurs autres. Après ça, les gens veulent embarquer. Donc, quand on va avoir ramassé plusieurs régions comme ça, après ça, c'est de dire au Québec, on va être capable de faire du maillage intelligent entre les régions. Mm-hmm. Puis, tu sais, ça peut aller plus loin, de dire après ça, on peut regarder c'est quoi qui est importé ici au Québec que peut-être on pourrait fabriquer puis mettre plusieurs entreprises ensemble pour fabriquer ce qui est fait ailleurs. Tu sais. Moi, je vois loin là-dedans, là, mais en tout cas, il faut commencer par la collaboration, mais c'est un outil qui est vraiment beau voir loin comme ça là-dedans. Puis, à la base, tu l'as dit, quand la donnée, elle est numérique dès le départ, puis qu'elle peut être mise dans une base de données centralisée, qu'on rajoute de l'AI là-dedans. Après, il y a un monde de possibilités pour de l'efficacité dans l'intérêt de la nation du Québec, dans l'intérêt de chacune des entreprises. Puis, je trouve ça magnifique comme projet. Puis, c'est beau d'avoir qu'il y a des gens qui le voient à long terme. Ouais. Tu sais, quand tu pars un projet, il faut que tu le vois, ça va te donner où, tu sais, ça donne du sens à ce que tu fais là à plus petite échelle, niveau régional. Mais si vous avez la vision et l'intention de revoir, même pour faire du reshoring, qu'on dit en français, je ne me rappelle pas du terme, peut-être que tu l'as bien en tête le terme, là, mais ramener des fabrications de l'externe au Québec. Substitution de produits. Oh my God! C'est ça le vrai terme qu'Investissement Québec utilise. Mais tu sais, il faut se rappeler que ça fait 12, ça fait 13 ans que Joachim en parle, là. 13 ans. Là. Fait 13 ans que tu parles de ça. Fait que c'est pour ça, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives en silo au Québec, mais je pense qu'il y a un historique en arrière de ça, puis il y a une volonté.
Faut que tu sois résilient, là. Fallait, je pense que, tu sais, Ouais. fallait que le domaine soit prêt à l'accepter. Là, Ouais. puis il y a une maturité qui vient avec ça. Là, puis tout simplement parce que le marché, là, maintenant, est peut-être plus mature pour le prendre à ce niveau-là. Puis, tu sais, là, il y a une phase 1 qu'on a faite que le projet, que tu sais que le projet est, je vais dire, il est stable ou Ah, il en est tout cas, bref, éprouvé, là, il il est fonctionne. pas. Puis la phase 2, c'est de le rendre vivant. Fait que c'est d'être capable que toutes ces fiches-là qu'on remplit au jour 1, ben, je peux se les remplir dans 10 jours quand mes capacités ont changé parce que, tu sais, dans notre domaine, ça va vite. Je Ouais. peux prendre un contrat, puis finalement, j'ai plus de Ah, capacité surtout le du lendemain. sur-mesure, là. C'est pas de la production de masse que tu es seté pendant Ouais, 4 ans avec des exact, contrats tu sais, à haut volume. Là. fait que l'idée, c'est de dire, je vais être capable d'aller mettre ma fiche à jour régulièrement et que ça va créer des matchs régulièrement. De OK. dire, ben là, j'ai un overcapacité qui vient de me popper, ben je le rentre, puis il trouve une solution de dire, à Québec, il y en a un qui, lui, peut combler ce besoin-là, ou Qui est disponible la qui semaine est prochaine. disponible, puis où Voici je les. bide sur un contrat, j'ai besoin d'une capacité de pliage d'X tonnes, puis mon sous-traitant habituel, il peut pas le faire, ben là, je rentre ça là-dedans, j'ai un besoin de même, pop, il me pop Mm. quelqu'un qui a cette capacité-là. Puis là, la clé du succès là-dedans, c'est que d'un, il faut que tu aies beaucoup de monde qui le remplisse parce que tu veux que ça soit payant quand tu vas la remplir. Puis de deux, ben, faut qu'il y ait des retombées, tu sais. Fait que Mhm. faut qu'il puisse avoir. Mais une fois que ça, c'est là, là, tu as le What's in it for me, il est là. Fait que tu sais, tu veux le faire régulièrement, d'aller remplir ta fiche. Ouais, puis tu sais, ça te donne la possibilité d'augmenter dans ton cas un one-off, là, un premier test, 5 du chiffre d'affaires dans un an. Ouais, C'est quand même notable. Là. Imagine si tu le mets en phase 2, comme tu dis, puis c'est mis à jour de manière continue puis routinière, ça peut exploser. Là. Je tiens à rappeler quand même ce que Joachim a dit, c'est que le plus gros défi, c'est se faire confiance. C'est même pas la tech. Tu sais, les gens, quand ils vont parler d'un projet de mutualisation, là, tout le Mhm. monde parle d'une tech, d'une tech, d'une tech. La tech, là, tu sais, est déjà en train de se développer, puis c'est le créneau machine qui a été précurseur là-dedans. C'est juste un qui a support. mandaté avec de l'argent, tu sais, qui ont réussi à lever avec l'OTM aussi. Je pense qu'il est impliqué là-dedans, je me trompe pas. Mais tu sais, la réalité, ce que le créneau machine a fait, ils l'ont fait physiquement en premier. Ils ont fait des ateliers de maillage. Ils ont ramassé, je pense qu'il y avait 58 entreprises. Je me souviens pas, il y avait 3000 maillages potentiels. Il y a 17% des maillages qui se sont concrétisés. Il y a un rapport d'étendue 3000 maillages. potentiel entre 58 C'est fou. manufacturiers. Puis je pense que c'est 80, la stat, c'est-tu 87% des entreprises qui ont vu une valeur ajoutée à cette initiative-là? Ou, Ah ouais, tu sais, c'est sûr. il y a un super beau On a rapport. fait là. une phase 2, puis ça a pogné, tu sais. Ouais. Mais oui, il y a des retombées concrètes, puis tu sais, ça ne demande pas beaucoup d'efforts pour la retombée que ça donne, là, tu sais, avec le numérique qui est mis là-dedans, puis tout ça. Les efforts comme entrepreneur, qu'on manque de temps, qu'on manque, tu sais, le démarchage qu'il faut faire pour trouver tous ces contrats-là versus ce logiciel-là qui peut rapidement te donner un partner. Les retombées sont assez rapides. Il y a un partenaire qu'on n'a pas mentionné là-dedans qui vaut peut-être la peine, c'était l'Université de Trois-Rivières aussi. Je pense qu'on Ah collaborait oui, tout à beaucoup fait. dans le Frédéric déploiement. Lorrain, l'économiste du QTR, a été un partenaire très important là-dedans. Lui, il a aidé à tout ramasser ces données-là, puis un petit peu Faire le maillage, structurer ouais. notre façon de voir ça. Tu sais. Puis Frédéric Lorrain travaille beaucoup pour les entreprises, puis pour les PME, puis pour que ça fonctionne plus. Là. Mm. Fait que ouais, c'est un partenaire Puis, important. si tu me permets, là, en passant, il y avait la conférence utilisateur il y a 2 semaines de Yapla, puis c'était avec la Société de développement économique de Drummondville, on mentionné. Eux autres, ce qu'ils ont fait, un peu dans le même concept que vous autres, puis c'est vous autres qui êtes initiateurs, je pense. Ils ont pris tous les rejets du domaine du plastique. Mhm. Ils ont fait une compilation de maillage potentiel entre les utilisateurs de plastique recyclé et les gens qui rejettent du plastique. Fait que, tu sais, au lieu de parler de machine, capacité machine, on parle de réutilisation du plastique. Tu sais. Fait que c'est. Tu sais, en plus, tu sais, il y en a qui vont parler de lean vert là, ou du lean environnemental, mais en réalité, la seule façon de le faire, c'est d'arrêter de travailler. Tu sais, le transport en commun, mais le manufacturing social aussi en fait partie des solutions Ah ouais. Ben, tu potentielles. sais, à Québec, ce qui était lancé, que tu parles hier avec le ministre Bachand puis le maire, c'était sur l'économie circulaire. Ils appellent ça de l'économie circulaire. Puis ça en est, l'économie circulaire. Des fois, l'économie circulaire, c'est vu comme un projet vert, justement, des résidus, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est aussi arrêter d'envoyer de la sous-traitance peut-être à Outre-mer et la garder ici. Chauffer 3 entrepôts au lieu d'en chauffer une commune dans un parc Exact, industriel. exact. genre, là. Acheter une machine qui est utilisée à 50 au lieu d'en acheter 2, tu sais. Fait que
Fait que ouais, c'est aussi ça l'économie circulaire. Mais oui, comme tu disais, Ben, ce logiciel-là peut être aussi utilisé au niveau de la matière première, tu sais, au niveau comment on réutilise notre matière première, les résidus, ça peut aller loin là, de voir comment on peut partager là-dedans. Tu sais, j'écoute les gars, puis tu sais, Ben, puis moi, maintenant, on se split les projets, puis ça, c'est comme son bébé. Là. Quand il m'en parle de ce projet-là, il a l'étoile dans les yeux, puis il trippe, puis fait il est Puis l'argent sort du compte. Oui! Solide. Ça rentre pas d'argent. Mais moi, je trouve ça bien qu'on contribue à cette belle cause et intention-là. C'est complètement magnifique. Puis là, tu m'as fait perdre mon idée où est-ce que je m'en allais avec ça, Ben. T'allais-tu faire un pont avec Rétulison? Non, je m'excuse. Ce que je m'en allais dire, c'est, en fait, tous les modèles que vous nommez, le partage des ressources humaines, le partage des déchets de fabrication qui sont recyclés, vous vous inspirez de l'économie circulaire, les gars, un peu dans plein de modèles d'hybridation. Ce que moi, j'ai pas de besoin, je mets de côté, à qui ça peut servir au lieu que ça prenne la poussière, puis ça génère de la valeur avec, puis je le paye anyways. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, parce que l'économie circulaire est tellement importante dans la prochaine société où est-ce qu'on s'en va pour nos enfants. Il faut consommer mieux, il faut être beaucoup plus responsable, puis nos paradigmes de consommation doivent être totalement changés. C'est beau l'impact de ce projet-là, mais je vois l'économie circulaire dans plein d'opportunités dans ce que vous dites. C'est ça le point que je voulais faire. Hey, je vois le temps arriver, là, puis Joachim est parti de Bécancour venir à Montréal. Il y a un salon, il y a des gens aussi. J'ai encore une couple de questions, mais je pense qu'on a quand même fait le tour de ça. C'est intéressant. Puis je pense que ce serait le fun un jour de peut-être plus sortir un genre de vidéo explicative qu'on pourrait tourner à travers la communauté. Mais je pense que les gens sous-estiment l'envergure en arrière de ça, de tout ce qui a été fait comme initiative. On aurait la chance de kicker Nicolas out du podcast. Il va aller jaser d'économie circulaire avec les gars de tantôt. Là. On est juste nous deux. Là. Dehors, de même, okay. Ah ouais, il est malade comme ça. C'est qui qu'on est assis sur le podcast ensemble? Il vient de n'importe où dans le monde. Quelqu'un que tu aurais le goût qu'on jase avec un jour. Tu deviens co-animateur de la chaise bleue, Joachim. On a assis qui comme troisième joueur avec nous autres? Bonne question. T'es pas obligé de le connaître. Là. Ah ouais, t'es pas obligé. Ça peut être drôle aussi qu'on le connaisse. Hein. Écoute, attends un peu là. C'est même plus facile pour le comeback question si on le connaît. On peut le faire. Là, je cherche, ça me vient pas pour tout de suite. Ouais. Laisse-moi un peu de temps. OK. Quelqu'un, des fois, là, que tu as vu en conférence, qui t'inspire, quelqu'un que tu as rencontré à l'école d'entrepreneurship de Beauce, qui t'a mis ces idées-là de mutualisation, de partage de ressources. C'est pas toi qui m'avais parlé de Jack Canfield, puis c'était qui l'autre? Hey, lâche-moi Jack Canfield, là. Canfield, c'est un bon auteur, effectivement. Ben oui. Écoute, à l'école d'entrepreneurship de Beauce, moi, tu me dis, Marc Dutil a été extrêmement OK. inspirant. Il y en a eu plusieurs, mais Marc Dutil est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Puis abordais-tu ces sujets-là avec toi, de mutualisation de ressources, puis... Non, parce que probablement c'était pas venu sur le sujet, là, mais non, c'est pas quelque chose qu'on a abordé. On a Marc Dutil, puis Nicolas, il est pas là. Mais je reste parce que je l'aime beaucoup. Moi, je l'admets, Marc. On est deux ensemble. Là, Marc Dutil est avec nous autres. C'est quoi la question que tu lui poses? Quelle question qu'on devrait envoyer à ce personnage-là? Dire, Marc, t'as-tu une question que tu aimerais qu'il réponde à la communauté? Communauté d'affaires? Ouais. J'y demanderais présentement, c'est quoi les plus grands enjeux que tu vois s'en venir? Parce que je pense que Marc a cette capacité-là de voir rapidement ce qui s'en vient puis d'être à l'affût. Ouais, je lui demanderais peut-être ça. Qu'est-ce que tu vois comme principal enjeu qui s'en vient? Bonne question. Hein? Puis admettons là, que moi, je suis Marc, là, parce que je kické le podcast, puis je t'explique un peu, moi, ce que je vois, puis je n'ancrerai pas là-dedans, mais puis c'est sûr qu'il y a les élections américaines qui vont avoir un gros impact sur la métallurgie et tout, mais il te relance la question. Toi, qu'est-ce que tu vois comme enjeux qui s'en viennent dans l'économie, dans le manufacturier, dans la prochaine année? Qu'est-ce que tu anticipes de tout l'environnement externe qui affecte ton entreprise? C'est sûr que la gestion des ressources humaines, nous autres, ça reste un enjeu. Là, j'ai dit, moi, c'est pas des machines, c'est des gens. Oui. Fait qu'il faut s'assurer que nos gens soient heureux, restent heureux. Puis la pénurie est là, comme tout le monde parle. Là. Fait que, après ça, c'est comment tu t'ajustes à tout ça, avec la filière batterie qui s'en vient. Fait que c'est sûr que c'est un enjeu qu'on prend au sérieux puis qu'on mijote
régulièrement dans notre stratégie d'affaires. Parce qu'elle va arriver peut-être moins vite qu'on l'anticipait, cette filière batterie-là. Moi, je suis convaincu que ça va arriver, mais peut-être moins rapidement qu'on pensait. Ben, en fait, elle est là. Tu vas dans le parc et tu vois les usines. Par contre, les projections qui étaient faites versus ce qui est vraiment, c'est pas mal plus bas. Fait que ça arrive plus au ralenti. Exact, oui, ils ne roulent pas à 100% les arrive, usines. Là. Mais ça va arriver. Mais nous, ça allait très bien avant qu'il arrive. Là. Fait qu'après ça, on se prépare. Fait que ça n'a pas un impact à court terme. C'est plus comment on se prépare, ça va prendre plus de temps. Mais oui, notre enjeu principal, c'est s'assurer que au niveau des ressources humaines... Rétention. T'aimerais pas ça te faire dire dans 5 ans, 6 ans, genre, hey, je vais agrandir. Ah non, plus d'électricité pour toi, Hydrexel, ici. Non, ça serait plate. Non, mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser pareil. Ah oui, ah oui. Ouais. Mais... Hey, j'en ai une pour toi, Joachim, parce que je suis revenu. Merci, Marc, de ta parution avec nous. Joachim, tu es présentement assis à côté du STUV, qui est notre foyer ici. J'ai appris hier, c'est un manufacturier québécois à Bromont-Stuve. Fait que moi, je vais l'utiliser maintenant, ouais. Fait qu'on est fiers des manufacturiers du Québec. On est présentement assis sur le bord du feu comme ça. Puis tu sais, tu nous parles de tes projets, pas seulement pour ton entreprise, mais ce que tu veux avoir comme impact sur l'économie du Québec quand même, là. Tu sais, ça touche à plein de trucs, les projets que tu nous as parlé. Tu sais, pour te lever le matin, là, puis avoir cette drive-là, cette envie-là de partir les projets, de mobiliser les gens, d'aller au-devant, d'aller faire une conférence de presse. Tu sais, tu as besoin d'une passion, là. Puis ta passion intérieure, souvent, est alimentée par ton feu intérieur que tu as. Puis ce que je me demande sur le bord du feu, en regardant les belles flammes comme ça à côté de notre stuve, c'est quoi les bûches que toi, tu mets, Joachim, dans ton feu intérieur pour être allumé, plein de drive, d'énergie, puis que ça te tente de te lever le matin que de sourire? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie perso, là? Tu sais, tu nous as parlé un petit peu de lapping tantôt, mais y a-tu des trucs, des routines que tu te donnes comme leader dans ta vie personnelle pour mettre des bûches dans ton feu intérieur? La question est vague, là. En tout cas, je vois plein de réponses, mais premièrement, moi, ça me prend un équilibre de vie. Fait que j'ai des piliers, là, tu sais, que ce soit spirituel. Quand on parle de spirituel, c'est... on parlait de Jack Canfield, peu importe, nourrir notre intellectuel. Au niveau physique aussi, il faut être, je pense, physiquement aussi en forme. Au niveau social, puis leadership, fait que ça me prend un équilibre dans tout ça. Je pense comme personne, quand on devient équilibré comme ça, ben après ça, on devient plus inspirant au travail. Puis aussi, il faut inspirer ça, cet équilibre-là, je pense, au travail. Comment tu gardes l'équilibre dans ces trois sphères-là que tu nommes? Y a-tu des trucs que tu as, des moments que tu te donnes à toi-même? La lecture, le sport, l'échange entre entrepreneurs. Okay. Je fais partie d'Entrechef PME qui est ici. Je fais partie de la Maison des leaders, qu'on rencontre des leaders, qu'on s'inspire d'eux autres. Fait que c'est de m'inspirer aussi. La Maison des leaders, c'est à Québec, ça? Oui, exact, c'est à Québec. Hey, c'est ton idole. Là, ah oui, mon idole, on se calme. Là. Je l'ai adoré. Nicolas, il débaptise les noms, des fois, c'est drôle. Je l'adore, là. Ses parents, il y avait le zoo de Saint-Félicien. Oui, Rémi, exactement, oui. Ah, puis tantôt, tu as nommé... J'aurais nommé Rémi. Rémi, pour moi, était très inspirant. Rémi, quelqu'un qui a eu un succès professionnel fou, puis qui, présentement, veut redonner, tu sais, puis... fait que, ouais, la Maison des leaders, ça vient me donner des bûches pour mettre dans mon feu, comme tu dirais. Puis, tu sais, moi, je me lève le matin en me disant, si ce que je fais peut aider, ben, tu sais, je te... Fait que c'est aider dans les organismes, c'est aider dans l'entreprise. Puis quand t'aides les gens, ça finit toujours par revenir. Mais je dirais que c'est ça qui me drive, ouais. C'est la mission de notre entreprise, c'est aussi aider nos clients, tu sais, fait que ça va de soi. Joachim, je nous mets dans une situation... imaginaire, là. On part une gang, on s'en va dans un congrès de génie industriel à Windsor. C'est moi qui conduis, puis je prends pas la première sortie en partant, je m'en vais à Shawinigan au lieu d'aller vers Montréal. Tu fais celle-là? Ouais. Là, on se ramasse à la route, là, maintenant on arrête, on pique-nique la gang, puis là, on joue après d'un ballon de football, on se tire le ballon, on casse une branche, je ramasse le ballon, je vois une baguette magique, je fais, il y avait une baguette magique, tu sais. Moi, j'ai un vœu à faire, mais je suis tellement généreux, je la donne à Nicolas. Je me dis, Nicolas, quel vœu tu fais, toi? Moi, il me parle de générosité, de redonner, de faire des cadeaux depuis tantôt. Fait que je suis comme crime. Le gars, il mérite. Il faut que ça revienne maintenant. Fait que je t'adonne. Tu fais quoi avec ça? Vous l'avez préparé, celle-là. Je fais quoi avec ma baguette magique? Ouais. Pas ça, ouais. Fait que c'est une chose que je pourrais changer ou faire apparaître. C'est un vœu, man. Tu fais ce que tu veux avec. Le génie vient d'apparaître. T'as une baguette magique. C'est... Puis... Ouais, j'arrête là. Écoute,
Moi, ce serait probablement, je sais pas, ce qui est important pour moi. Tu sais, si je peux faire ce que je suis en train de faire présentement, c'est parce que j'ai la santé. Ça serait peut-être de garder la santé et la santé de mes proches pour l'éternité. Hey, c'est la première fois que quelqu'un dit ça. C'est magnifique, pour Ah, vrai. Bravo. Ouais. C'est vrai, parce je que me le fais sans demander. ça, on peut rien faire. Fait que, tu sais, le reste, ça se travaille, mais sans ça, il n'y a rien de réalisable. On reste en santé, j'aime ça. Ouais. Hey, Nick, tu attends-tu de jouer à inspecteur de police? De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé qu'on aurait dû? Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur ton entreprise puis tes projets pour l'économie du Québec? Ben, tu sais, on a parlé de tout, là, quelque chose de très spécifique. En fait, ce qu'on fait présentement, on le fait toujours dans l'optique que ça peut aider nos familles, ça peut aider les entreprises. Donc, ça peut aider nos familles, les entreprises, le Québec vont devenir meilleur. Fait qu'on a toujours cette optique-là qu'on collabore à plus grand. Fait que c'est peut-être pas un projet, mais on a confiance que ces petits C'est gestes-là... une mission quand même qui va perdurer longtemps. Là. Exact. C'est pas Ça un... peut inspirer un autre, puis un autre, puis un autre. Puis au final, ben, ça devient un endroit où c'est plus le fun de travailler, puis c'est plus efficace, puis on est meilleur. Mhm. C'est peut-être pas une chose, une mission. Hein. J'aime ça. Ben écoute, c'est un plaisir, Joachim. Merci, Joachim. Moi, Merci, j'ai appris à mieux te aussi. connaître. C'est la première fois qu'on reparle de d'autres trucs plus profondes ensemble, mais ça va me faire plaisir de reprendre ça. T'es le bienvenu quand tu veux sur la chaise bleue, mister. Avec plaisir. Merci, messieurs. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.